Je suis amoureuse de mon copain, je vois que lui il n'est pas du tout investi et qu'il n'est pas amoureux de moi, dois-je le quitter? Bah, tu n'as pas la baguette à changer l'autre. Si tu as exprimé ce que tu souhaites en relation, si tu as clairement communiqué tout ça et que tu vois que les faits ne sont pas là, tu ne peux pas forcer Hmm. l'autre à t'aimer. Je sais que c'est pas évident. Là, ce que j'inviterais en fait la personne à faire, c'est de se dire, OK, est-ce que c'est une situation unique juste avec ce partenaire? Ou est-ce que j'ai l'impression de me mettre en relation dans ce que moi j'appelle des relations à sens unique? Bienvenue dans le podcast Les Chroniques de Bisous. Je suis Pauline, votre animatrice dévouée. Bisous est une agence de rencontres nouvelle génération qui souhaite ralentir la course au match pour revenir à des rencontres hors téléphone et avec davantage de spontanéité. Chez nous, pas d'algorithme, pas de swipe, mais des matchmakers humains qui sélectionnent des profils sur mesure pour vous. Préparez-vous à plonger dans l'univers de l'amour, des rencontres, du dating, du célibat et des relations longues. Attachez vos ceintures, c'est parti pour une aventure palpitante avec les Chroniques de Bisous. Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Sandy Kaufman, pardon, qui est coach en relations amoureuses. Comment ça va, Sandy? Bah ça va bien, merci Pauline de m'inviter sur le podcast. Avec plaisir. Aujourd'hui, on est avec toi pour parler de la rupture, un sujet qui a été beaucoup demandé par nos followers et on a beaucoup de choses à dire dessus. Donc toi, t'es spécialisée dans tout ce qui est relations amoureuses. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton métier? Bah déjà que c'est un métier passionnant parce que on va au cœur de ce qui trouble et peut tourmenter les gens, à savoir le lien, l'attachement. J'ai atterri dans ce métier par, on va dire, des déboires personnels au départ. Pendant plus de 7 ans, alors j'ai vécu pas mal de ruptures parce que bah, les partenaires que je rencontrais me quittaient pour une autre personne. Ah oui. Et plus je répétais en fait ces ruptures, plus je commençais à peine une relation que j'avais déjà peur de la fin. Donc le sujet me parle, si je peux revenir à ça. Et en fait, ben, cette difficulté personnelle, ça m'a permis de me questionner en fait sur qu'est-ce qui se passait, pourquoi je répétais ces ruptures, est-ce qu'il y avait une partie de mes comportements qui était aussi la cause du fait que les hommes avec qui j'étais partaient. Et puis, ce qui m'a vraiment transformée, c'est le jour où j'ai compris que finalement, ma vision inconsciente de l'amour que j'avais forgée au fur et à mesure de mon enfance, de mes relations amoureuses, eh ben, ça avait un impact sur comment je me comportais en relation, par qui j'étais attirée, etc. Et puis du coup, en changeant ça, bah, ça a vraiment transformé ma vie personnelle et c'est ce que j'aide finalement à faire avec les personnes que j'accompagne. Eh ben, c'est génial, c'est hyper complet, merci beaucoup. Sans transition, hein, on va parler donc des 5 phases de la rupture. Donc, comment va se passer cet épisode? Donc, on va parler des 5 phases de la rupture. Ensuite, on va parler de comment se passe un coaching avec toi. Tu vas nous expliquer un peu comment comment tu vas pouvoir aider les personnes. Et ensuite, on a une boîte à questions donc, que les personnes ont remplie sur Instagram directement, enfin, ont répondu à ces 2 questions sur Instagram, c'est-à-dire quelle est la raison de votre dernière rupture et qu'est-ce qui se répète avec les relations, et on échangera sur ça. On va commencer tout de suite avec les 5 phases de la rupture. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en introduction, je dirais que les émotions ou l'intensité qu'on ressent au niveau émotionnel dans une phase de rupture, c'est déjà pas proportionnel forcément à l'amour qu'on a ressenti pour cette personne. Donc D'accord. il y a 5 phases dans le deuil. Les 2 premières phases, c'est un peu la phase de choc. En fait, on apprend la rupture, on on s'y attend pas. Et même si on prend la décision, c'est le fait de mettre la fin, de dire une fin à quelque chose. C'est pour le corps et surtout pour notre système nerveux vraiment un choc parce que on ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas comment on va se sentir, on ne sait pas si on va retrouver quelqu'un, on ne sait pas comment ça va aller ou pas aller.
Et donc ça, c'est vraiment une phase de choc. Et cette phase-là, en fait, si on la vit plus ou moins bien, si c'est plus ou moins facile, c'est pas lié à l'amour qu'on ressentait pour la personne, mais Ouais, c'est plus à comment on se sent face à l'inconnu, au non-contrôle, face à un futur incertain. d'accord. La deuxième phase, c'est aussi non plus pas lié avec l'amour qu'on peut ressentir envers la personne, c'est un petit peu la phase de sevrage. Quand on a été habitué en fait à être au contact de quelqu'un, en fait, ça produit de l'ocytocine, c'est l'hormone relationnelle. Et quand on arrête d'être en contact avec cette personne, en fait, notre corps, hormonalement, il fait un certain sevrage. Et selon notre sensibilité à cette hormone-là, selon notre sensibilité au contact, au toucher ou le besoin qu'on a en termes de contact et de toucher, eh bien, on va le vivre plus ou moins facilement. Et encore une fois, ça, c'est plutôt un sevrage émotionnel. Ça peut aussi être différent si on est bien entouré par beaucoup de personnes pour arriver à compenser ce manque qu'on peut ressentir. Et certaines personnes peuvent vraiment le vivre de manière très difficile. C'est un peu comme si on arrête une drogue, on arrête quelque chose et on le sent physiologiquement très très fort. D'accord, ok. Ouais. Ok. Donc ces deux premières phases, elles sont vraiment un coup pour la personne. Souvent, on sent une bonne vague émotionnelle bien intense. Dans cette phase-là, la tête, le raisonnement, le processus de réflexion, ça sert à rien parce que c'est plus notre système de survie, notre système nerveux qui prend le relais à ça. Et passer par le corps, passer par calmer son système nerveux, réguler son système nerveux dans ces phases-là, c'est ça qui va finalement le plus aider dans la phase de rupture. Un moyen très simple, un outil qu'on a à disposition et qui est gratuit et pour tout le monde, c'est notre respiration. Il y a plein de manières de respirer qui aident justement à accueillir ces vagues. Et c'est souvent en fait moi quelque chose que je recommande dans cette phase-là, c'est de passer par accueillir les émotions qui arrivent. C'est pas, on n'est pas là pour les réprimer ou se juger, en se dire mais comment ça se fait que je me sens comme ça, pourquoi je me sens comme ça. C'est pas à ce moment-là que ça vaut la peine de faire des jugements ou des réflexions, mais plutôt de s'aider dans cette vague, de surfer sur cette vague, d'accueillir cette vague en se soutenant en fait physiologiquement, en aidant notre système nerveux à encaisser ce choc en fait. D'accord, ok. Ok. Mais donc, ce que c'est intéressant parce qu'en fait, tout ça, c'est presque que chimique. Ça a presque pas de rapport avec les sentiments que tu as envers la personne. Oui, Toi, tu penses que, enfin, quand tu es en phase de rupture, tu penses que tout ça, c'est parce que tu aimes la personne, mais en fait, c'est juste ton corps qui réagit chimiquement. oui, et particulièrement dans ces deux premières étapes. D'accord. Dans les trois dernières étapes de la phase de deuil, c'est à nouveau pas l'amour que tu as pour cette personne. Et je te donne un contre-exemple. Peut-être que tu as déjà vu dans ton entourage des personnes qui se sont beaucoup aimées, qui ont eu une relation qui est assez longue, et au moment de la séparation, ils n'ont pas eu forcément eu une phase de deuil si longue, si intense. Et pourtant, Hmm. ces personnes avaient vraiment, ressentais qu'ils avaient de l'amour, etc. C'est en fait, pour moi, parce que ces personnes-là, dans l'addition de leur relation, elles n'ont pas eu le sentiment d'avoir eu une relation qui a été majoritairement dans leur perception négative. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont eu une phase de vie avec une personne et qui ont terminé cette phase de vie et qui arrivent facilement à passer à autre chose. Ce qui, moi, va influencer, en fait, comment ça se fait que des fois on peut se retrouver comme une loque après une rupture qui a peut-être pas duré longtemps, qui était pas engageante, c'est ce sentiment d'addition de la relation. D'accord. Donc,
après cette phase de choc et puis de sevrage, en fait, il y a la phase de colère, la phase de tristesse et la phase d'acceptation. Et ces trois étapes-là, ça va dépendre de comment est-ce que tu as perçu la relation, qu'est-ce que tu as perçu avoir donné ou apporté pour la relation, versus qu'est-ce que tu as perçu, en fait, recevoir de la relation. Et souvent, tu as du mal à tourner la page quand tu as l'impression que tu as beaucoup donné, 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 et en fait qu'il n'y a eu rien en retour. Oui, c'est Et ça. ça, forcément, ça fait mal. Ouais, 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 je comprends. Je comprends. Donc en fait, si plus tu as l'impression, vraiment, encore une fois, selon ta perception, d'avoir énormément donné dans cette relation, plus ça va être difficile de passer à autre chose. Et tu disais que pendant la phase de deuil, la phase de colère elle était avant la phase de tristesse. Moi, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que tu avais le déni, la négociation, Mhm. la tristesse, ensuite la colère et après l'acceptation. Est-ce qu'il y a un ordre particulier ou est-ce que c'est vraiment, est-ce que l'ordre, est-ce que ça fonctionne, enfin voilà, est-ce que c'est des phases qui existent, qui sont toujours les mêmes, on va dire? Est-ce que c'est toujours le même ordre? Alors, il y a plusieurs courants, si tu veux. Il y a des personnes qui disent justement il y a 7 phases. Donc, dans la phase de deuil, il y a des personnes qui disent qu'il y a 5 phases. Des fois, l'ordre, il change. Par expérience personnelle, en fait, tu passes dans différentes couches. Donc, par exemple, tu peux avoir la phase de colère chez une personne qui arrive et après c'est la tristesse. Pour d'autres personnes, c'est la tristesse et après c'est la colère. Finalement, l'ordre, c'est pas grave, mais tu passes en gros par toutes les couches Oui. et tu vas rester dans une de ces phases plus ou moins longtemps en fait. Ça dépend de quelle a été l'émotion principale que tu as eue en relation, le sentiment que, par exemple, si tu as eu peu d'occasions d'exprimer tout ce que tu voulais dire à l'autre personne, tes besoins et tes limites, peut-être que ta phase de colère va être très longue. Ou si tu as eu plus le sentiment de pas avoir reçu d'affectif, de pas avoir reçu d'intérêt, d'engagement de l'autre, bah peut-être que là tu vas avoir une phase de tristesse plus grande. D'accord. Ça dépend aussi de qu'est-ce que cette rupture va réactiver de ton passé. Pour moi, quand tu as des vagues émotionnelles, soit de colère, soit de tristesse, qui sont vraiment comme ça intenses, souvent c'est que ça vient mettre le doigt sur une blessure du passé, un modèle relationnel du passé qui est réactivé en fait dans ce deuil de relation. Et c'est pour ça que des fois, en tout cas moi, je me rappelle vraiment, il y a des ruptures où je me suis dit, mais cette relation, elle n'a pas duré longtemps, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait mal? Qu'est-ce Ouais, que cette rupture, elle est difficile? Et en fait, c'était pas la rupture ou la relation en soi qui faisait mal. C'est parce que ça venait réappuyer sur quelque chose de mon passé que, que j'avais encore pas réglé en fait. ouais, 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 bien sûr. Et du coup, comment est-ce que donc toi évidemment, donc tu as construit donc tout un coaching autour de ça pour pouvoir aider les personnes qui sont dans ces phases-là. Comment est-ce que ça se passe du coup un coaching avec toi? Alors, bah, je suis coach, donc un coach de vie certifié où en fait le principe du coaching c'est de te poser des questions pour que tu arrives à trouver ta propre solution. Et je suis également thérapeute psychocorporel. Qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute psychocorporel? En fait, ça travaille sur ce fameux système de survie, celui qui te fait surréagir, qui te fait aussi des fois avoir des surréactions émotionnelles ou des comportements où tu te dis rationnellement, mais pourquoi je réagis comme ça, alors que dans ma tête, je voudrais réagir autrement. Ouais, Et bah, je combine en fait les deux. d'accord. Personnellement, et aussi dans le cas d'une rupture, le 80% de ce qui Mhm. se répète dans tes relations, c'est une forme de ce que tu as appris de tes expériences passées,
Donc ça peut être de tes modèles d'attachement avec tes parents, de tes expériences relationnelles amoureuses passées, Mm. de tout ce qui t'a mis plus ou moins en confiance dans ta relation avec les autres ou pas. Et tout si tu veux, cette base de données sur qu'est-ce que je me sens en toi d'être en relation, comment j'interagis avec les gens, par qui je suis attirée dans mes relations, qu'est-ce que j'ose faire, pas faire en relation. Mm. Tout ça, en fait, c'est pas seulement sauvé dans ta tête, c'est aussi sauvé dans ton système nerveux, dans ton système de survie. Pourquoi? Parce que on est des animaux sociaux et on ne peut pas vivre sans l'interaction avec les autres. On est un animal de meute, en fait. On n'est pas un animal qui peut survivre par soi-même. On n'a pas des griffes, on n'a pas des choses. Donc la relation aux autres, en fait, c'est vraiment un élément essentiel à ta survie. Et sur ce principe-là, en fait, plus particulièrement dans les 7 premières années de ta vie, tu vas te créer un petit peu ta base de données relationnelle où tu vas dire, OK, ça c'est la sécurité en relation et ça c'est l'insécurité en relation. D'accord. Et tout ça, ça se construit sur la base de ta perception avec des yeux d'enfant. Mm. Et c'est quelque chose de sain et de normal parce qu'on a besoin si tu veux, de pouvoir réagir face à la survie. Là où ça bug, en fait, c'est quand tes expériences passées, elles t'ont créé une vision, en fait, insécurisante de la relation. Et ça, en fait, quand tu as eu ces expériences-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va réactiver en toi, en fait, des mécanismes de protection, des mécanismes de réaction qui vont pas trop t'aider dans les relations. Et mon processus, en fait, ça consiste d'abord à comprendre qu'est-ce qui se passe dans tes relations, qu'est-ce que tu répètes dans tes relations, quels sont les mécanismes de protection que tu n'as pas trop envie d'avoir. Donc moi, par exemple, si je te parle de ma problématique personnelle, donc j'avais la blessure de la trahison, c'est-à-dire que ben, moi, pendant ces temps, on me quittait pour une autre personne. Eh bien, j'avais plusieurs problématiques. La première, c'est que peut-être j'avais plutôt tendance à choisir des personnes qui allaient pas s'engager, qui Mm. allaient finalement inconsciemment me confirmer que l'amour, c'est de la trahison. Ouais. Le deuxième mécanisme que j'avais, c'est que j'avais quand même un côté assez contrôlant. Ouais. Donc forcément, j'étouffais l'autre, forcément, je poussais presque l'autre à aller dans la sortie. Ah Et oui. puis, le troisième mécanisme que j'avais, c'était, ben, par peur d'être quittée ou pour éviter d'être quittée, ben, j'exprimais pas trop ce que je voulais ou ce que j'avais besoin en relation. Puis au bout d'un moment, ben, j'explosais, puis je partais dans le reproche. Ouais. Ok. Mais alors, si je comprends bien, toutes les relations que tu as eues donc dernièrement, à part celle avec ton mari, euh, c'est, tu t'es toujours retrouvé avec des personnes qui t'ont quitté pour quelqu'un d'autre ou qui t'ont juste quitté? La plupart du temps, c'était quitter pour quelqu'un d'autre. Ah ok, ok. Ah oui, ouais, ouais. Donc ça Ouais. c'est compliqué. Et quand est-ce que tu t'es dit enfin, au bout de combien de temps ou au bout de combien d'années, tu t'es dit bon là, faut que je fasse un travail sur moi parce que ça va pas? Alors, pour moi, ça a été au départ, première fois que ça m'est arrivé, j'avais peut-être 21 ans, tu vois. Donc au départ, je me suis dit, bon, un de perdu, 10 de retrouvé. Oui, c'est Et clair. après, au bout de trois quatre relations, je me suis dit, mais c'est quand même quelque chose de bizarre. Je voyais que mes copines commençaient à être un peu plus stables en relation et que moi, ben, c'était... et j'avais même l'impression du contraire. J'avais l'impression que ça devenait de pire en pire et je me sentais de plus en plus en insécurité en relation. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, dès que la personne commençait à mettre un peu plus de temps à répondre à un SMS ou je sentais que dans sa manière en fait d'agir, il y avait une certaine distance, Ouais, dès qu'il y avait une distance, ouais. Mm. c'était la panique à bord. Mm. Et ça, c'est quelque chose de normal parce que ton système nerveux,
quand il a enregistré certains événements du passé qui t'ont mis en insécurité, plus tu te retrouves face à ce genre de situation, plus ta réponse, elle va s'amplifier. Et Ouais. c'est là où tu peux ressentir vraiment à l'intérieur de toi que tu es un peu contrôlé par tes émotions plutôt que par ta tête. Mm. Et pour revenir en fait à mon approche, bah moi je travaille d'abord là-dessus. Je cherche à comprendre qu'est-ce qui se répète, quels sont les mécanismes qui te bloquent en amour. Il y a toujours la partie de l'autre, mais il y a une bonne partie qu'on peut travailler par nous-mêmes. Et après, de travailler au niveau du corps pour justement désamorcer ces mécanismes de réaction ou de protection qui te desserrent finalement en amour pour que tu puisses ensuite utiliser ta raison. Et une fois que ça c'est fait, une fois que ce travail sur le corps est fait, ben là commence le coaching, on va dire plus traditionnel, où tu commences à mettre en place des changements dans ta vie. Et combien de temps ça dure un coaching? Alors, ben, mon coaching phare, c'est le programme S'ouvrir à l'amour. C'est un programme de 2 mois où tu as d'abord une partie de bilan que tu fais en individuel chez toi. Ensuite, moi, je lis ce bilan pour arriver à identifier ce que tu répètes en amour. La deuxième étape, c'est en fait de venir une journée avec moi en présentiel où on va aller chercher dans ton passé quels ont été les événements qui ont fait que tu répètes ça dans tes relations amoureuses, que tu es attiré par ce type de personne, que tu répètes ce type de rupture, que tu répètes ce type de scénario, et faire ce travail de déprogrammation. Et ensuite, tu as 2 mois de coaching en groupe. Alors, à savoir du coup que tu travailles, enfin que tu habites en Suisse. Donc, si on doit venir te consulter, il faut il faut qu'on puisse aller en Suisse. Oui, alors pour la partie du corps, ça demande de venir une journée en Suisse, soit à Zurich chez moi, soit à Lausanne chez ma collègue qui fait partie de mon équipe. Ok. Et j'ai pas mal de personnes qui viennent nous rendre visite en Suisse, manger en même temps de la fondue et faire le travail sur le corps. Bon, ça va, ça a l'air d'être quand même plutôt sympa comme journée à passer en Suisse. Par contre, ça doit être des journées assez intenses, j'imagine. Émotionnellement, ça doit pas être facile. Oui, selon en fait ce que tu as enregistré comme schéma ou l'importance, tu vois, j'ai aussi des personnes qui ont vécu des abus, qui ont vécu des violences. Ça s'imprègne beaucoup plus dans ton système nerveux et c'est sûr qu'à la fin de la journée, tu sens que tu as eu un travail, ouais. Ouais, ok. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu es ok pour passer à la boîte à questions? Oui, avec grand plaisir. Alors, donc, la première question qu'on a posée à la communauté Bisous, c'est quelle est la raison de votre dernière rupture? Alors, donc, je vais me remettre sur le compte Instagram. La première réponse que j'ai eue, c'est aucune idée, il a disparu du jour au lendemain. Ça, est-ce que tu as... Enfin, c'est quelque chose que tu as entendu souvent en coaching? Oui, alors le ghosting comme ça, c'est quelque chose qui peut être très violent parce que si tu veux, cette première phase de deuil, de choc, tu t'y attends pas. Et en général, et par expérience avec les personnes que j'ai accompagnées, quand tu vis vraiment très mal un ghosting, ça veut dire que quelque part dans ton passé, tu as eu des expériences liées à des changements soudains, à du non-contrôle, à du subi, et en fait, ça vient réactiver tout ça. Mon conseil dans ce cas, c'est de formaliser la fin de ton côté. T'as peut-être pas l'occasion de parler à cette personne ou de lui dire les choses, mais si tu veux, ton cerveau ne fait pas la différence si tu es en train de te parler dans ton miroir ou si tu D'accord. parles à la personne. Ok, d'accord. Aie cette conversation devant ton miroir de salle de bain. Dis tout ce que tu as à dire, dis tout ce que toi t'as pas trouvé correct de la relation, fais la fin. La fin de ton côté, tu vas voir que ça t'apporte pas toutes les solutions, mais ça va au moins te soulager.
Mm. J'ai fait un épisode dans mon podcast Survivre à l'amour, je sais plus lequel, mais si vous googlez, vous allez le trouver. Ok, très intéressant. Moi, j'aurais effectivement conseillé aussi, mais alors sans être coach évidemment, mais j'aurais conseillé, je pense, d'écrire une lettre qu'on ne donne pas forcément, hein, parce que si la personne a disparu le jour au lendemain, bon, bah, on ne peut pas lui donner. Mais de pouvoir effectivement vider ce qu'on a à vider, mais de le garder, de garder la lettre, ou même de ne pas la garder d'ailleurs. De juste Ouais, l'écrire et puis faire comme si on l'envoyait, mais en fait, ouais. on ne l'envoie pas. Si tu Euh, veux, la partie orale, en fait, ça fait un travail au niveau de ton système nerveux. Parce que quand tu parles, c'est comme si tu reprends ton pouvoir. C'est pour ça que la lettre, ça aide beaucoup. Je d'accord. dirais que la parole, ça finit une certaine libération. D'accord, ok, hyper intéressant. Ça, donc tu disais que la parole, c'était quelque chose qui libérait le système nerveux, c'est ça? Ben, quand tu dis tes limites et tes besoins, en fait, c'est un moyen aussi de reprendre ton pouvoir. Quand tu reprends ton pouvoir, tu n'es plus victime, tu n'es plus impuissant ou vulnérable face à l'environnement, face à l'autre. Donc oui, ça a un impact. Super, ok. Ensuite, la deuxième personne m'a dit qu'il n'avait pas les mêmes attentes de vie. Mhm. Alors ça, je pense qu'on l'a eu pas mal. On a eu aussi une autre personne qui avait écrit. Alors, je relis les questions en même temps. Ouais, Moi, je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Si oui, vous n'avez pas les mêmes attentes, l'idée, c'est pas de se mettre en relation et puis d'essayer de trouver un compromis au milieu. Si quelqu'un veut s'amuser, profiter du moment sans forcément s'engager dans une relation et que une autre personne, la personne en face, elle a envie d'une relation sérieuse, forcément, il y a une des deux personnes qui va souffrir au bout d'un moment. ouais. Là où c'est important de clarifier, c'est de se dire à quel moment je le fais. À quel moment je le fais, c'est-à-dire à quel moment je le quitte? À quel moment je clarifie ce que l'autre attend et ce que Ah, moi j'attends en relation. Parce que c'est souvent ça, la peur qui est derrière. Moi, j'ai beaucoup de coachés qui me disent, non mais Sandy, si je dis tout de suite au premier date que j'ai envie d'une relation sérieuse, il va partir en courant. Et je réponds toujours, ben c'est tant mieux. La oui. personne qui part en courant, c'est qu'elle n'a pas envie d'une relation sérieuse Ouais. et au moins tu es sûr de pas commencer quelque chose qui est déjà destiné à s'arrêter. C'est ce qu'on conseille aussi dans les derniers épisodes qu'on a enregistrés pour le podcast, c'est de manière générale, que ce soit sur nos attentes dans la relation ou même sur si c'est quelque chose de sérieux ou pas sérieux ou autre, dès le début, ne pas avoir peur de donner de dire ce qu'on attend de l'autre ou juste même de faire de l'humour, etc. pour voir si ça passe tout de suite. Si ça passe pas, et ben, vous perdez pas de temps en fait. Comme ça, au moins, Mhm. vous êtes sûr dès le début que ça va bien. Ensuite, la troisième question, perte de la passion après 5 ans, plus d'efforts romantiques de l'un ou de l'autre, c'était devenu une colocation. Oui, c'est le phénomène qui arrive après l'amour amoureux. Moi, je dis toujours, l'amour, ça commence par un sentiment Hmm. et ça évolue par un choix. Et une fois que ces fameux papillons dans le ventre, que ce cocktail hormonal ne fait plus un effet de motivateur, ça demande au couple de retrouver d'autres moyens d'entretenir la passion, d'entretenir l'amour. Et en effet, ça demande un effort de chacun pour justement pas tomber dans cette colocation. Et tu dirais que ça dure combien de temps? Parce que tu sais, on dit toujours que l'amour dure 3 ans. Est-ce que tu crois que hormonalement, c'est ça? C'est vraiment ça? Oui, c'est à peu près 3 ans. Ça dépend des personnes, ça dépend de l'intensité de la relation. Ça Hmm. dépend aussi si tu emménages très rapidement avec la personne. En fait, plus tu emménages Tôt. rapidement avec la personne, plus finalement tu es habitué à la présence de l'autre. Donc, la présence de l'autre ne génère aucune Ah, sécrétion hormonale supplémentaire. donc, si tu emménages tôt dans la relation, ça peut durer moins, la phase très amoureuse, elle peut durer moins de 3 ans. Ouais, exactement. Et après, c'est là qu'il faut faire des choix sur le côté est-ce qu'on continue à être ensemble ou pas et on fait le choix de parce qu'on n'est plus amoureux. Enfin,
plus, on aime la personne, mais c'est plus les petits papillons dans le ventre, etc. Oui, c'est plus la passion, si tu veux, qui va faire le moteur de la relation. Tu vas avoir la complicité, tu vas avoir cette connexion profonde, tu vas avoir cette admiration de l'autre, tu vas avoir le fait que la personne, au fur et à mesure, moi ça fait 13 ans que je suis avec mon mari, tu vois, je pense que c'est la personne qui me connaît dans ma partie la plus vulnérable de moi et qui arrive à avoir de l'amour pour moi. Et ça, c'est une autre forme de connexion qui est pas moins bien que la passion, mais ça demande en fait aussi d'investir du temps consciemment. Parce que si tu ne le fais pas, en fait, tu finis par devenir des colocataires. C'est ça, ok. Il y a quelqu'un qui a dit la différence d'âge non assumée par madame. Alors, je ne sais pas quel âge a ce monsieur, mais et je ne savais pas quel âge a cette dame, mais voilà, la différence d'âge non assumée par madame, c'est une des raisons de la rupture. Est-ce que tu vois ça souvent aussi? Oui, et c'est un phénomène que je constate de plus en plus. Donc pour mes coachés qui se retrouvent vers la quarantaine, qui sont pleines de vie, pleines de passion, qui sont heureuses dans leur job, etc. Et souvent, en fait, elles se font aborder par des hommes beaucoup plus jeunes D'accord. et elles ont du mal à assumer. Et en effet, je pense qu'il y a un petit travail à faire sur le jugement peut-être de la société, sur l'écart d'âge, etc. C'est pas toujours quelque chose qui est facile. Pour moi, l'âge, c'est pas forcément une barrière en termes de relations amoureuses, c'est plus une question de compatibilité en termes de maturité. On peut avoir des jeunes qui ont une expérience de vie incroyable et qui sont capables d'avoir une maturité beaucoup plus élevée que des personnes de 50 ou 60 ans. Oui, bien Donc sûr. c'est plus une question de voir quelle est ma compatibilité en termes de maturité, puis après de dépasser finalement des fois des barrières qu'on peut avoir de cette pression ou de cette non-acceptance de certaines différences d'âge d'un point de vue de la société. D'accord. Ensuite, on a, je suis amoureuse de mon copain. Je vois que lui il n'est pas du tout investi et qu'il n'est pas amoureux de moi. Dois-je le quitter? Bah, tu n'as pas la baguette à changer l'autre. Si tu as exprimé ce que tu souhaites en relation, si tu as clairement communiqué tout ça et que tu vois que les faits ne sont pas là, tu ne peux pas forcer Hmm. l'autre à t'aimer. Je sais que c'est pas évident. Là, ce que j'inviterais en fait la personne à faire, c'est de se dire, OK, est-ce que c'est une situation unique juste avec ce partenaire? Ou est-ce que j'ai l'impression de me mettre en relation dans ce que moi j'appelle des relations à sens unique, Ouais. où c'est moi qui m'investis, c'est moi qui donne, et puis il n'y a rien en retour. Ça, Mhm. c'est un schéma amoureux. Il y a une raison pourquoi tu te mets en relation dans ce genre de relation, et je ferai ce travail de mon côté pour justement choisir plus consciemment des relations qui sont équilibrées en termes de réciprocité et d'engagement. Ok. On a encore deux autres questions et après on passera à enfin, la dernière boîte à questions. J'ai appris récemment que mon copain m'avait trompée. Je n'ai plus confiance en lui, mais j'ai envie d'y croire. Est-ce que je suis trop naïve? Alors l'infidélité, c'est souvent quelque chose qui bouscule une relation. C'est pas toujours quelque chose de négatif parce que pour moi, en fait, c'est souvent qu'il y a des choses qui ont été mises sous le tapis dans la relation, qui n'ont pas été travaillées et un partenaire, et je dis pas que c'est justifié, a choisi de remédier à ça en allant vers quelqu'un d'autre. Mhm. Donc là, en fait, ce que moi j'invite à, à cette personne à se poser comme question, c'est est-ce que vous êtes les deux, vous avez les deux envie de redonner une chance à leur relation? Est-ce que vous êtes les deux prêts à vous remettre en question? Et puis d'aller comprendre en fait qu'est-ce qui se passait avant dans la relation
qui a fait que ce partenaire, il a décidé, et c'est pas forcément la décision que je recommande à tout le monde, a décidé de solutionner par le biais de cette infidélité. Et une fois que les deux personnes, elles se sont vraiment fait le point là-dessus, à ce moment-là, pour la personne qui a subi finalement l'infidélité, c'est plus facile de se dire, OK, je comprends ce qui allait pas dans la relation, il s'engage à faire sa part, je vois qu'il fait les changements nécessaires. À ce moment-là, oui, je me sens en confiance d'eux. Mm. C'est Ok, par étapes. ok, ok. Ouais, ça a l'air d'être un gros travail. Mhm. Et enfin, ma dernière rupture date d'1 an et je n'arrive pas à m'en remettre comme si c'était hier. Que puis-je faire? Bah, de comprendre qu'est-ce que ça réactive en fait de ton passé. Pour moi, la rupture, c'est évidemment des émotions, évidemment difficiles, mais si on a l'impression de ne pas arriver à tourner la page au bout d'un certain temps, au bout de vie solo, pour moi, c'est que ça a réactivé des choses du passé et c'est là où ça vaut la peine de creuser. Ok. Ensuite, bah, du coup, on va passer à la question, qu'est-ce qui se répète avec les relations? Alors là, on a eu moins de réponses, mais tout aussi intéressantes quand même. Donc, on a eu la première, c'est la distance, à croire que plus c'est compliqué, plus j'y vais. Oui, et ça, c'est un schéma en fait. Parce que si tu choisis inconsciemment, alors moi, je l'appelle ce schéma de l'indisponibilité, Mhm. inconsciemment, tu vas choisir des personnes qui sont indisponibles, soit parce qu'elles sont loin géographiquement, soit parce qu'elles sont indisponibles émotionnellement, elles sont pas prêtes à se mettre en relation, soit parce qu'elles ont pas de temps, elles ont un boulot ou un hobby qui leur prend je sais pas combien de temps. C'est parce qu'elles sont Et déjà en relation aussi. Il y en a. pardon? C'est parce qu'elles sont déjà en relation aussi. Ou qui sont déjà en relation, exactement. Et en fait, c'est quand tu te mets en relation avec ce type de personne, tu t'assures à 100% que l'amour va pas trop venir proche de toi. Et donc, ça vaut la peine d'aller chercher qu'est-ce qui fait que tu as peur de l'amour? Qu'est-ce qui fait que tu veux tenir l'amour à distance? Les causes de ce schéma-là, elles peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Je peux donner deux exemples assez opposés. Ça peut être si tu as vu tes parents se disputer constamment, d'avoir constamment un rapport de force, et ben ça te donne pas vraiment un modèle motivant pour avoir envie de te mettre en couple. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou si tu as vu, par exemple, ta mère beaucoup se sacrifier pour la relation, pas vivre sa vie de femme comme elle aurait aimé, eh bien, en fait, c'est comme si inconsciemment, tu dois choisir entre je suis moi, j'ai la vie que j'ai envie de mener, ou je me mets en relation. Hmm. Et la solution que beaucoup de gens trouvent, c'est bah non, moi j'ai envie d'être moi, donc du coup, bah l'amour, je le tiens bien loin Ah oui. pour éviter de faire ce choix un petit peu impossible. D'accord. Alors, ça me rappelle un peu quelque chose, ça, tu vois, ça me fait penser. Là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup le boyfriend effect. Et je sais pas si ça te parle, mais en fait, le boyfriend effect, c'est que Donc, on voit beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux qui sont, quand elles sont célibataires, euh, elles prennent soin d'elles, elles vont chez le coiffeur, elles sortent, elles vont dans des bars, elles sortent avec leurs copines, elles font plein de trucs. Et quand elles sont en couple, donc elles ont un boyfriend, et ben elles sont tout le temps en pyjama, pas maquillées, elles sortent plus, elles font plus rien. Et en fait, on appelle ça le boyfriend effect. Et ça me fait un peu penser à ça sur le côté, soit tu es en couple, soit tu es toi-même, entre guillemets. Ouais, ouais. Ça, du coup, est-ce que ça fait partie d'un schéma ou est-ce que tu penses que c'est... Enfin, comment est-ce que tu... Ça n'a rien à voir avec les questions... Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, pour moi, en fait, ça peut être, ben, je me sens un peu plus à l'aise en relation et puis j'ai pas besoin j'ai moins ce besoin de plaire, donc je suis plus naturelle, tu vois, ça peut être un côté, on va dire, positif. Et puis, il peut y avoir cet effet.
quel est le prix pour moi d'être en couple? Selon le modèle de ta mère ou le modèle des femmes de ton entourage, inconsciemment, tu enregistres en fait tout ce que tu penses qu'une femme doit faire ou doit pas faire pour être en relation. Mm. Et ça peut souvent, en tout cas dans beaucoup de femmes que j'accompagne, c'est pas toujours un problème de relationnel avec le masculin, mais c'est souvent un problème de quel est le prix pour moi d'être une femme en relation. Et c'est souvent ça qui va donner cette impression que tu as des femmes totalement épanouies, ou même des coachés qui me disent, moi, quand je suis toute seule, je suis bien, je vis ma best life, et quand je suis en relation, c'est les montagnes russes en moi. Des fois, je me reconnais pas, je manque de confiance, je me pose plein de questions. Et ça, pour moi, c'est là où ça vaut la peine de creuser sur ton modèle au féminin. Qu'est-ce que tu as enregistré? Et parce que finalement, être en relation, c'est pas je suis moi ou je suis en relation, c'est je suis moi Et et je suis en relation. bien sûr. C'est Ok, ça le but. d'accord, ok. Et la dernière question, c'est donc le schéma qui se répète pour rappeler la question initiale, le manque de communication, que l'on attende quelque chose de l'autre plutôt que de lui en parler. Oui, on a eu un cerveau et Ouais. puis on a une boîte crânienne. Et jusqu'à ce que je sache, c'est difficile de lire à travers cette boîte crânienne. Elle est quand même assez épaisse. Oui, il paraît. Voilà. Donc, ça facilite quand même de dire concrètement et précisément à l'autre ce que tu veux. Je dirais encore plus pour nous en tant que femmes, parce que honnêtement, d'une femme à l'autre, on a des besoins qui sont assez différents. Ouais. Euh, et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi montre-moi que tu m'aimes. Bah, je suis persuadée que ta réponse, ma réponse, celle de la voisine, ça va être totalement différent. Donc, facilitez-vous le travail, dites ce que vous avez besoin, dites-le concrètement. Euh, L'autre n'est pas obligé de répondre à tous vos besoins, mais au moins, il aura un mode d'emploi clair et ce sera beaucoup plus facile d'aller dans votre sens si il a ce mode d'emploi. Mais là, tu vois, par exemple, c'est un homme qui a écrit ça. Donc, je pense qu'à mon avis, le manque de communication, c'est peut-être de ça. Je pense, je comprends son message comme ça, que ça vienne de lui. Parce qu'il dit le manque de communication, que l'on attende quelque chose de l'autre plutôt que de lui en parler. Je pense que c'est lui qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Ah bah voilà, voilà. Bah, Mais excusez. c'est pas un problème d'homme ou de femme, je pense qu'on a une boîte crânienne des deux côtés. Oui, bien sûr, bah, évidemment. Mais en tout cas, je pensais que, tu vois, ce serait. Je suis désolée, j'ai mes chiens qui viennent de rentrer dans la pièce. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Et ils me sautent dessus. Voilà. Bon. Donc, bon, bah, on en voit un d'ailleurs hein, sur la vidéo. J'ai perdu ce que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ta réponse avant, tu vois, tu disais que ce serait plutôt un problème qui était assez féminin, de pas forcément dire ce qu'on avait sur le cœur, etc. Mais là, tu vois, je pense que le monsieur, en fait, a du mal à exprimer ses besoins, en fait. Oui. Il attend que ça monte. Et, et une fois que ça explose, bah là, il dit ce qu'il y a. Mais est-ce que tu penses que c'est pareil? Est-ce que c'est un schéma? Oui, alors c'est pas l'exemple que je donnais, j'ai pris l'exemple de femme, mais tu peux le retourner pour des hommes en fait. Communiquer ses besoins et ses limites. Si tu as du mal à le faire et que tu fais un peu la cocotte minute, c'est-à-dire j'attends, puis quand j'en peux plus, j'explose, c'est souvent le schéma de la trahison, c'est-à-dire tu t'auto-trahis, tu ne dis pas ce que toi tu as besoin par peur en fait que l'autre parte. Et forcément, ça tient un moment, mais ça tient pas tout le temps. Et donc, quand ça sort souvent de manière pas diplomatique et souvent dans le ressentiment. Mais pourquoi l'autre comprend pas? Mais en fait, c'est pas au job de l'autre de comprendre ce que tu as besoin. C'est ton job, t'appartient à toi de le dire clairement. Et l'autre de se dire, bah ok, est-ce que moi j'ai envie d'aller dans son sens ou non, ça me correspond pas. D'accord, ok. Donc c'est vraiment... Donc là, tu penses que c'est la blessure de la trahison, ça, qui se met en place quand les gens font ça.
Oui, alors c'est pas que la blessure de la trahison, on le retrouve souvent dans la blessure de la trahison, en tout cas par mon expérience. D'accord. Mais je pense qu'on gagne tous à communiquer un peu plus clairement ce qu'on veut, Mm. parce que les sources de malentendus sont quand même multipliées. Donc plus chaque partenaire communique clairement ce qu'il veut, précisément, et ça limite, ça diminue les malentendus qui sont inévitables dans le processus de communication. Et alors, je voulais revenir sur quelque chose aussi par rapport au love language. Parce que ça, c'est pareil, on en a parlé tout à l'heure sur le fait de communiquer et de dire ce dont on avait besoin et que l'autre n'est pas obligé de remplir à 100% nos besoins. Mais je sais que le love language, par exemple, c'est aussi une tendance qu'on voit beaucoup en ce moment. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui sont donc euh, qui viennent de vivre une rupture et qui ont besoin de travailler sur la future relation qui n'existe pas encore, mais de savoir en fait, de faire ce travail d'introspection pour comprendre, ok, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est important pour moi, etc., etc. Est-ce que tu peux plus, voilà, développer sur ce love language qui est important? Alors, pour moi, le love language, je suis pas une grande fan Ah, de ça parce que, en fait, donc, qu'est-ce que ça dit, les 5 langages de l'amour? Ça classifie en 5 catégories comment tu aimes recevoir l'attention de l'autre. Donc, ça peut être les cadeaux, le temps de qualité, ça peut être les services rendus, etc., etc. Et pour moi, en fait, j'aime pas mettre les gens dans une case seulement. Je préfère, en fait, quand la personne se dit, OK, si je veux me préparer pour la prochaine relation, je vais essayer de voir qu'est-ce qui me plaisait pas dans la relation ou dans mes relations passées, qu'est-ce que j'avais du mal à communiquer ou comment est-ce que je le faisais, parce que c'est rarement un problème de d'identifier ce qu'on a besoin. En tout cas, là, beaucoup de gens sont assez clairs sur ce qu'ils auraient aimé avoir dans la relation. J'aurais aimé qu'on se voit plus, qu'il m'appelle plus souvent, etc. Mais c'est beaucoup plus une manière de comment je l'ai communiqué. d'accord. Est-ce que j'ai été dans le reproche? Est-ce que j'ai été, je sais pas, j'essayais de donner des ordres? Est-ce que j'ai été, moi, ce que j'appelle la castratrice silencieuse? Je demande pas, mais la personne en face ressent qu'il y a un gros problème. C'était Ouais. moi, donc je m'attribue la tâche. Euh, et là, tu as vraiment une grande marge de progression. Pour moi, je pense que à partir du moment où on part du principe que l'autre, c'est pas notre ennemi, l'autre, c'est une équipe, et que en disant ce qu'on ressent, en disant de manière bienveillante, sans être dans l'agression de l'autre, et on s'en rend pas compte, mais dans la communication, on peut lancer les couteaux sans vraiment s'en rendre compte. Mm. Plus c'est facile en fait de demander. Et comment est-ce que tu... Alors, comment, d'après toi, on pourrait trouver un moyen de communiquer ces choses-là sans justement partir dans l'agressivité, ou en tout cas que l'autre perçoive de l'agressivité ou l'autre perçoive du, des reproches, alors que parfois, c'est pas des reproches. Parfois, c'est juste, effectivement, on exprime ce qu'on a à dire par rapport à nos besoins. Comment est-ce que... Parce que tu vois, tu donnais ces exemples-là en disant qu'on peut facilement tomber dans la reproche et dans l'agressivité. Est-ce qu'il y a des moyens qui existent pour justement ne pas dire... je sais que par exemple, dans la communication non violente, il faut toujours dire je ressens, j'ai l'impression, et pas être dans l'accusation. Mais parfois, ça suffit pas forcément. Je pense dans la communication, ça peut quand même être perçu. Enfin, ça dépend de la manière dont c'est dit en fait. Mais voilà, est-ce que tu as des tips sur ça? Alors, il y a beaucoup de choses, parce que la communication, déjà, ça part, tu communiques avec ce que tu dis, mais tu communiques par l'état de ton système nerveux. Donc, si tu es plutôt énervé, en colère, ou totalement bloqué, même si tu dis la même chose, ça va pas transmettre la même chose à la personne. Donc, tout ce qui a attrait avec comment tu te sens en toi, comment tu te sens au niveau de ton système nerveux, ça va avoir un impact sur
comment l'autre va ressentir ce que tu es en train de dire. Et à nouveau, je repars par les mêmes étapes que je fais que dans mon programme, c'est-à-dire de dire, OK, qu'est-ce qui fait que pour toi, la communication, c'est difficile et ça part en reproche? Pardon. Il y a souvent quelque chose du passé, quelque chose, tu vois, comment était la culture de la communication dans ta famille? Est-ce que tu arrivais à communiquer tes besoins et tes limites si facilement? Parce que ce qui fait que tu te sens très activé parce que tu veux dire ou comment l'autre le perçoit, bah, c'est souvent qu'est-ce que tu penses être en droit de demander? Si tu penses que t'es pas en droit de demander quelque chose parce que dans ton passé, t'avais pas trop le droit à la parole dans ta famille, bah forcément, tu vas arriver un peu tendu au moment de la discussion et ça va se ressentir en fait dans l'interaction avec l'autre. Donc je dirais la première étape, c'est le passé. Après, c'est comment tu le dis. Donc la communication non violente, bah, c'est un très bon outil. Tu as le dialogue imago qui est aussi un très bon outil de communication dans le couple. Moi, j'aime bien aussi euh, parler de clarifier concrètement. Ça veut dire, OK, moi, concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi? Donc, pas être généraliste, mais être concreto-concret. D'accord. Et il y a la dernière phase que tu peux pas contrôler, c'est comment l'autre va le percevoir. Ça, c'est sa partie à lui. Et si il le perçoit mal ou s'il le réceptionne mal, bah, ça fait aussi partie à lui de bah, comment ces schémas du passé, comment il perçoit, comment il interprète ton message en fonction de sa perception propre. Et Ouais. l'idée, en fait, c'est pas d'être des parfaits communicants, mais de voir quand ça a un impact sur l'autre, de lui demander un retour pour arriver à faire suffisamment d'aller-retour pour qu'il y ait une clarification. Ah ben moi, je voulais pas dire ça, je voulais dire ça. Et pof, tu fais aller-retour jusqu'à que vous vous compreniez en fait. D'accord. Ok. Ok, très clair. Bah écoute, on n'a pas d'autres questions dans la boîte, enfin, dans les boîtes à questions sur Instagram. Puis je trouve que ça a été super complet. Sur quoi on peut te trouver? Sur Instagram, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, alors en termes de podcast, j'ai le podcast S'ouvrir à l'amour. J'avais noté l'épisode 42 où je parle des 5 étapes du deuil pour les personnes qui ont envie d'approfondir. Et sinon, j'ai mon Instagram, Sandy Kaufman _ Love Coach. Et si vous m'écrivez un petit message privé, je vous enverrai avec grand plaisir un kit d'urgence post-rupture qui est gratuit pour vous aider avec des exercices justement de régulation pour vous aider à passer ce cap qui est pas forcément facile. C'est super, merci beaucoup. C'est génial que tu proposes ce kit. Je pense qu'effectivement, notre communauté sera intéressée par le kit. Donc, n'hésitez pas à écrire à Sandy. Bah, écoute, je te remercie et je pense qu'on refera appel à toi si on a d'autres sujets touchy comme ça, tu sais, ou même qui sont beaucoup demandés par rapport aux relations amoureuses. Donc, en tout cas, ce sera avec plaisir de te recevoir encore sur les chroniques de bisous. Ben, merci beaucoup Pauline pour cet échange. Avec grand plaisir, je reviens quand vous avez un sujet. Merci à toi, à bientôt. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos ressentis et vos avis sur le sujet. Vous pouvez nous suivre sur Insta avec le compte bisous.podcast ou encore agence.bisous et sur TikTok avec agence.bisous. Et si vous avez des idées de sujets qui vous intéressent plus que d'autres ou même des idées de guests, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Bisous!